Bonjour. Monsieur Bonjour. Conta, vous êtes là? Attends. Franceline? Oui. Je l'ai ajouté en contact. C'est bon, hein? Oui, oui. Il a dit bonjour en conversation, donc peut-être qu'il n'arrive pas à se connecter. Ah, d'accord. OK. Là, on dirait qu'il est parti. Hein, donc. Ah oui. OK. Mais il n'a pas activé son micro. Hein. Oui, son micro et sa vidéo sont off. Bon. Je ne parvenais pas à le voir. Là, vous m'entendez là maintenant? Oui, nous vous entendons. Oui. Parfait. C'est bon. C'est bon là. OK. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait peut-être un débriefing? On commence à 15 heures, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Oui. Je vous vois. Voilà. Bon, en maison, sans lunettes, hein, c'est bon. C'est bon maintenant. La question générale. Bon, alors, comment on va procéder? Donc, Voilà, on va vous introduire. Voilà. D'abord, expliquer un peu le concept des webinaires FESTIC. D'accord. Ensuite, vous posez des questions, vous allez y répondre. Et les internautes aussi pourront poser des questions en direct. Donc, ça marche. Voilà. Voilà, comme ça, c'est même plus simple. Avec les questions, ça permet de… c'est interactif. Voilà, de réaliser de manière dynamique plutôt que de faire un exposé. C'est mieux. Mais en un moment, vous allez faire un exposé. Un petit exposé. En fait, l'idée que j'avais, on avait dit que c'était un truc assez short. Oui, c'est short, oui. De définir un peu la consommation numérique en abordant les trois aspects majeurs, quoi. L'automatisation, etc. Voilà. Et puis essayer de ramener ça au contexte sénégalais en disant, bon, généralement, c'est pour noter que généralement, le principe de dématérialisation est très faible. C'est un constat qui va être mis tout simplement. Et puis essayer de voir quels sont les freins et les barrières justement pour qu'on n'atteigne pas ces trois aspects, quoi. Les critères de la transformation. Je vais être assez général parce qu'en fait, comme c'est un grand public, je ne veux pas être trop spécialiste. On va essayer juste de camper les enjeux. Un peu à l'image de ce que je vous ai donné comme petit document. Voilà. Juste parler des trois aspects, quoi. Quand vous parlez de trois aspects, vous pensez à quoi? Alors, trois aspects. C'est d'abord l'automatisation. Parce qu'on ne peut pas parler de digitalisation si les gens n'ont pas automatisé leur processus. Bien sûr. Donc, c'est le premier aspect. Où est-ce qu'on est? Quel est le degré d'automatisation des processus dans les entreprises? On va en discuter un peu. Après, il y a la dématérialisation. Parce que tout ce qui est dématérialisation, ça interroge en premier chef l'administration et tout ça. Parce qu'il n'y a pas de dématérialisation, donc pour un certain nombre de processus, procédures, etc. Puis le troisième aspect, c'est un peu tout ce qui est réorganisation de la chaîne de valeur. C'est-à-dire tout ce qui est intermédiation, etc., qui permet réellement de travailler de manière, du moins, de rendre en fait la transformation digitale efficiente, quoi. Bon, et puis après, bon. Aussi parler, voir comment au niveau des PME, c'est au niveau des challenges, au niveau des PME, PMI, puisque c'est la plus grande masse d'entreprises sénégalaises, comment les aider à se transformer carrément. Tout à fait. Ça, c'était les trucs sur lesquels on voulait rentrer un peu plus. Il faut donc… Oui. Bon, moi, je voyais un peu, c'est-à-dire opérationnellement, qu'est-ce qu'ils vont faire. Il faut qu'ils digitalisent tous leurs procédés, qu'ils rendent des collaborateurs, autonomie des collaborateurs, parce qu'en fait, c'est les ressources humaines qui sont au cœur. Et puis après, les performances, quoi. Comment mesurer les performances qu'on peut avoir, etc. Bon, on va essayer de voir ça de manière… En fait, vous pouvez me guider aussi par des questions beaucoup plus ciblées. D'accord.
Ce qui me permettra peut-être de ne pas rester trop académique. D'accord. Parce que c'est ça aussi, hein, parce que j'ai tendance à être trop académique. Donc, c'est intéressant que l'on voit ça sous d'autres aspects, quoi. De toute façon, je vais essayer de faire génériquement, parler de la transformation digitale, et puis après, essayer de voir les enjeux, les challenges que je vois. Et puis, les difficultés qu'on rencontre tous les jours, quoi, en fait. Et puis, la peur pour les gens d'être un peu mis à mal par ces transformations digitales, bien que le Covid montre que de toute façon, tout le monde doit y passer. C'est sûr. Tout ce qui est télétravail, tout ça. Bon, je n'ai pas voulu faire un gros truc, je voulais juste donner des lignes directrices, c'est tout. Peut-être aussi, bon, parce qu'il faut quand même, je crois, que les gens comprennent c'est quoi la transformation digitale. Justement, de manière en fait simple, parce qu'en fait, tout le monde parle de digitalisation, de transformation digitale au numérique. Voilà. Et les gens ne comprennent pas vraiment le sens. Voilà, parce que la digitalisation n'est pas la transformation digitale. C'est ça le principe. Le principe de la transformation digitale, c'est carrément l'entreprise doit fonctionner de manière digitale, c'est-à-dire tous ces process. En fait, c'est beaucoup plus large, quoi. C'est justement tous les trois acteurs qu'il faut mettre en place. Bon, on y arrivera. OK. On attend les autres alors. Voilà, je me laisse guider par... vous avez beaucoup d'inscrits? Pour l'instant, il y a 7 participants en ce moment. Voilà, j'ai vu. D'accord. On voit 3. Non, je parle parce que vous avez lancé un formulaire d'inscription. Oui, là, c'est Franceline qui peut répondre. Franceline? Oui. On a une vingtaine. Une vingtaine d'inscrits. C'est bien. Voilà. Une vingtaine. Et elle a commencé la diffusion sur Facebook comme ça. Oui, j'ai vu, parce que c'est déjà marqué live sur Facebook. Donc, tout ce qu'on est en train de dire est peut-être retenu contre nous. Oui. C'est sûr. Francine, c'est pas gentil là. Hein? On est aussi sur notre site internet. C'est pas gentil là, parce que tout ce qu'on est en train de dire, en train de parler là, ça va être. C'est pas grave. Non, c'est pas grave en fait. Je rigole. Ouais. Donc, sinon, comment vous vivez un peu cette Covid, phase de Covid. Ça va? Là, c'est autoconfiné. Voilà, c'est ça, parce qu'en fait, on sait pas, les gens sont... On s'est autoconfiné. En plus, voilà, jouer sur le principe d'autoconfinement, parce qu'en fait, il n'y a rien qui empêche d'aller au travail. Oui. On travaille à la maison, c'est le télétravail qui vaut en fait en ce moment. Mais justement, parce que ce télétravail ne fonctionne que si réellement on est digital. Bien sûr. C'est-à-dire que toutes les entreprises ne peuvent pas... Voilà, exactement. C'est tout le concept de relation dans la chaîne de valeur, et puis les relations aussi entre le personnel et puis les dirigeants de l'entreprise qui sont remis en cause. OK. Et donc, ça rend un peu plus difficile peut-être le principe, et puis surtout qu'il faut prendre des décisions rapides. C'est vrai. Ça change beaucoup. Il y a beaucoup de facteurs qui interviennent en fait. Voilà, et puis surtout beaucoup d'autonomie des travailleurs. Et une discipline. C'est ce qu'on essaie d'apprendre aux étudiants actuellement, d'être en mode télétravail. Ce n'est pas évident. C'est vrai. Et vous, à l'ESP, vous avez repris? Non, mais en fait, jusqu'à présent, les écoles sont fermées. Je parlais de 15 juin. Normalement, il est prévu une ouverture peut-être vers la mi-juin. Mais par contre, ce qui se passe à l'ESP, c'est que la majorité des départements aujourd'hui ont mis pratiquement tout leur cours en ligne.
Okay. Donc, la majorité des étudiants aujourd'hui suivent les cours. Et donc, on essaie de compenser en fait, le quantum horaire. Okay. L'idée, c'est que le quantum horaire ne puisse être pas perdu parce que sinon, il faudrait encore 2-3 mois de cours supplémentaires. C'est diminuer l'impact en fait, de cette crise sur le quantum horaire, de telle façon à avoir le maximum de cours qui soient faits. Les évaluations seront faites sûrement à la reprise et ça permettra de boucler l'année correctement. Okay. Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'on apprend. Hein. C'est quelque chose qui est actuellement que l'on apprend tous les jours parce qu'en fait, c'est des choses sur lesquelles les gens n'avaient pas d'expérience. On avait des formations à distance, mais on n'avait pas réellement le fait de pouvoir voilà, basculer entièrement. C'est pas du tout évident. On apprend beaucoup de cette crise. Oui, et en fait, c'est le prétexte, hein, en fait. Ah oui, c'est le prétexte du webinaire. Tout à fait. On apprend beaucoup de cette crise. Voilà. Donc, c'est quand vous voulez. Hein? Moi, je suis oui, il nous reste quelques minutes. 5 minutes, oui. Oui. Bon, on peut dire bonjour à ceux qui sont déjà connectés, même s'ils ne peuvent pas parler, ils nous entendent. Quoi. Oui. Bonjour, Monsieur Corentin. Il y a Marème qui vous salue, Marème Blondin. Marème, oui. Ah, je vois qu'on a aussi des petits auditeurs. Ah oui, oui. C'est pour ça que vous avez coupé le micro. Mais non. C'est vrai, ils sont tous comme ça, ils sont tous connectés. Toi aussi, c'est bien, il faut qu'ils participent parce que demain, c'est leur avenir qui se joue là. C'est clair, c'est clair. Alors, bonjour. Là, il nous reste 2 petites minutes. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez, Monsieur Corentin? On laisse les gens un peu jusqu'à combien de personnes entrer? Votre micro est coupé. Je dis, non, mais je pense qu'on fait avec ceux qui sont là. On démarre à 15 heures. Oui, mais je pense que les gens étaient Voilà. suffisamment informés. Je pense qu'il faut... Voilà, il nous reste une heure. Hein? Ils sont mobilisés. Je pense qu'il ne faut pas les faire attendre. Voilà. Et puis on verra, les gens peut-être qu'ils rejoindront au fur et à mesure. Ok.
Donc là, il est l'heure, Monsieur Corentin. Bien. Madame Dia Awakare, en charge de la commission études et réflexions de FESTIC, association des femmes évoluant dans le secteur des techniques de l'information et de la communication, qui a initié ces séries de webinaires, surtout en cette période de COVID-19, où les gens sont obligés de s'auto-confiner, de faire du télétravail et même de trouver d'autres solutions pour leurs entreprises. Et ce webinaire-ci est un prétexte qui nous permet de parler du thème transformation digitale, freins et challenges pour les entreprises sénégalaises. Et notre intervenant est M. Alex Corentin, directeur des systèmes d'information de l'UCAD. Je vais le laisser se présenter et nous allons démarrer. Merci, Mme Dia. Tout d'abord, je voudrais en préalable peut-être rectifier. J'ai été directeur des systèmes d'information de l'UCAD. Actuellement, je suis plus en charge du domaine .sn, donc du NIC Sénégal, qui est une structure dédiée de l'université qui s'occupe de l'identité numérique sénégalaise et enseignant actuellement à l'École supérieure polytechnique. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de répondre à cette invitation de FESTIC. Donc, des organisations comme la vôtre sont essentielles justement à la mise en œuvre des stratégies qui sont un peu promulguées par l'État et les différentes structures qui œuvrent dans le domaine du numérique. Mais je crois aussi essentiel dans le cadre de mettre la mise en place de plaidoyer ou bien d'information et de formation des acteurs. Donc, ce plaisir est vraiment D'accord. En fait, M. Corentin, maintenant, on parle beaucoup de digitalisation, de transformation digitale, de transformation numérique, et même on parle de change digital. Mais qu'est-ce vraiment la transformation digitale? Alors, la transformation digitale ou la transformation numérique, hein, puisqu'en fait, il s'agit simplement de l'anglicisation du terme numérique, c'est en fait une combinaison de facteurs qui sont pris en charge par les entreprises. Et en fait, quand on parle de transformation digitale, généralement, on s'adresse plus particulièrement aux structures organisées, que ce soit des entreprises, que ce soit des associations, que ce soit des États ou des administrations, qui essaient d'utiliser le numérique pour essayer de répondre à plusieurs facteurs qui sont déterminants dans la mise en place de cette transformation digitale. Le premier facteur, c'est l'automatisation. L'automatisation des procédés, généralement qui a un effet sur la productivité, sur généralement aussi l'augmentation la dynamique de l'entreprise à pouvoir s'adapter très rapidement à son marché. Cette automatisation permet aux différentes composantes de l'entreprise de pouvoir répondre très rapidement à des sollicitations externes, qu'elles soient internes ou externes, endogènes ou exogènes, de telle façon à pouvoir répondre très rapidement, parce qu'aujourd'hui, on sait que la réactivité est au cœur des éléments de transformation des entreprises. Le deuxième processus qui intègre cette transformation digitale, c'est la dématérialisation. C'est-à-dire que les canaux de communication qui sont traditionnels entre les différents acteurs de l'entreprise, le personnel, les dirigeants, doivent pouvoir aussi emprunter de nouvelles voies, de nouveaux canaux. Ces nouveaux canaux, c'est généralement tout ce qui va avoir un impact sur tout ce qui est d'agences, de guichets, de magasins. Généralement, cette dématérialisation des processus aussi met que le personnel est beaucoup plus proche des dirigeants et donc cela aussi entraîne un certain nombre de gains de productivité. Et puis le troisième aspect, c'est comment, en fait, en utilisant ces économies, ces équipements digitaux, du moins ces outils, comment redéfinir la chaîne de valeur. Parce que cette chaîne de valeur aussi va avoir un impact, va être impactée par la dématérialisation, et cette chaîne de valeur doit être prise en compte pour que son effet soit optimal. Cette chaîne de valeur, justement, parce que généralement, elle se matérialise par en fait l'irruption de nouveaux acteurs, hein, qui sont
les informaticiens, qui sont aussi des gens qui sont en télétravail, etc., et qui doivent être valorisés et qui impactent donc sur la présence physique, par exemple, des gens dans l'entreprise. C'est cette chaîne de valeur-là qui pose généralement le plus de difficultés dans la mise en œuvre du chaîne de dématérialisation. Je vous en donnerai juste un exemple. Si l'on veut dématérialiser, par exemple, la production de l'état civil, il y a bien sûr à ce moment-là un impact réel entre l'agent de l'état civil qui est établi de bordereau, la commune qui généralement prend des frais de cession de ces états civils, et puis l'acteur, du moins le destinataire qui est le client, qui lui a besoin de ce document pour pouvoir continuer. Donc il s'agit de voir comment gérer ces chaînes de valeur sans impacter négativement la productivité de l'entreprise. Voilà, en fait, j'aimerais que vous reveniez un peu sur l'automatisation, les 3 éléments, mais que vous l'expliquiez par exemple avec un exemple de PME ou d'entreprise en disant de manière terre à terre, c'est ça l'automatisation. Comme ça, les gens qui ne savent pas vont comprendre mieux. Voilà. Alors, prenons le cadre de l'automatisation. Généralement, les entreprises ont un processus de gestion qui est relativement clair. Le cas le plus simple, c'est une structure de vente. Généralement, vous avez un commercial qui va aller chez le client, qui va amorcer le processus de vente, qui va avoir un prospect. Ce prospect va généralement peut-être passer commande. Et à ce moment-là, il faut que cette information soit transmise au circuit de production ou bien au stock, de telle façon à mettre en œuvre justement la délivrance de cette commande, puis la livraison au fournisseur. Généralement, dans nos entreprises traditionnelles, il fallait attendre le retour du commercial avec ce bon de commande ou bien ce prospect pour pouvoir engager le reste du processus. Ce qu'entraîne la dématérialisation, c'est que dès qu'au moment où l'acte a été fait, automatiquement, toute la chaîne qui est impactée par cette commande doit être automatiquement informée de l'effet que ça va engendrer, de telle façon à se préparer et à avoir une certaine réactivité qui leur permet de voir. Par exemple, je prends un bon de commande aujourd'hui chez un client qui est externe, je le mets sur mon ordinateur, il faut qu'automatiquement le stock soit prévenu qu'il doit sortir tel produit et le mettre à disposition. Et s'il y a des livreurs et s'il y a un circuit de livraison à côté, automatiquement l'information est prête qu'il y aura une commande à livrer à telle structure dans un délai bien déterminé. Voilà ce que j'appelle dématérialisation. La dématérialisation, c'est toute la chaîne. Et l'impact de l'information dans ces différents, ce que je peux appeler goulot d'étranglement, doit être minimisé de telle façon à ce que le client, qui est au cœur en fait de ce processus, doit avoir le maximum de satisfaction dans les délais les meilleurs. Ok. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre demande. On va pouvoir décortiquer les choses. Certains disent qu'on ne peut pas parler de transformation digitale en tant que telle, parce qu'en fait, quand on dit transformation digitale, c'est une disruption carrément digitale du système. D'autres disent non, ce n'est pas une transformation, c'est une adaptation digitale que les entreprises font. Par rapport à ça, nos entreprises sénégalaises font-elles de la transformation digitale? Sont-elles déjà dedans ou font-elles de l'adaptation seulement? Je pense que justement, vous avez bien dit les deux. Moi, je pense que les gens qui fonctionnent actuellement font plus de la transformation, de l'adaptation digitale. C'est-à-dire qu'ils pensent que le fait d'informatiser ou de digitaliser fait qu'ils ont transformé leur mode de processus. Non. En fait, aujourd'hui, quand on parle de transformation, on change complètement de paradigme. Parce que dans une transformation digitale d'entreprise, tous les acteurs internes de l'entreprise, les employés, sont au cœur de cette transformation. C'est-à-dire qu'il faut que l'adaptation de cette transformation digitale se ressente aussi bien au niveau de tous les acteurs internes de l'entreprise. Ils doivent être à même de pouvoir améliorer eux-mêmes le processus de digitalisation qui a été mis en œuvre. Par exemple, le commercial en question, on va lui donner une plateforme qui lui permet de donner ses commandes, mais il doit avoir lui aussi la possibilité d'interagir avec l'entreprise de telle façon à pouvoir améliorer ce processus en accord avec lui, ce qu'il vit sur le terrain. C'est-à-dire la transformation digitale implique que tous les acteurs soient issus, soient intégrés dans cette transformation. Et d'ailleurs, on ne fait pas de transformation digitale sans que chaque acteur n'interagisse. Dans le processus de transformation digitale, on considère qu'il faut d'abord être à l'écoute de tous les acteurs de cette transformation, c'est-à-dire tous les postes de travail à l'intérieur de la PME doivent pouvoir s'exprimer, dire qu'est-ce qu'ils attendent de cette transformation, voir comment ils la pressentent. Et on doit, autant que faire se peut,
ramener ces transformations digitales au plus près des besoins et des attentes des différents acteurs. Tandis que la digitalisation telle qu'on l'entend, c'est uniquement une digitalisation des procédures. La digitalisation des procédures n'est pas la transformation digitale. D'accord. En fait, on voit qu'ici au Sénégal, c'est un peu partout dans le monde, hein, les clients sont hyper connectés, hyper exigeants, mais on voit qu'au Sénégal, les PME qui sont la plus grande partie des entreprises existantes ne se sont pas digitalisées, ne se sont pas transformées. Quels sont les freins, en fait, qui nous empêchent de le faire? Moi, je crois que les freins sont multiples. Mais le premier frein, moi, je dirais, il dépend de notre sociologie même des entreprises. La société des entreprises veut que généralement, l'information soit partagée, soit du moins soit réservée aux dirigeants de l'entreprise. Et on a une grande difficulté à vouloir partager cette information avec tous les acteurs de l'entreprise. C'est-à-dire, et c'est ça qui est le premier frein, c'est-à-dire il faut que le mindset des gens, c'est-à-dire la conception même de leur entreprise évolue, de telle façon qu'ils comprennent que quand on fait de la transformation digitale, tous les acteurs ont un pouvoir de décision dans le domaine dans lequel ils travaillent. Et ça, c'est une espèce de perte de pouvoir qui est ressentie par les chefs d'entreprise ou par les créateurs de PME, PMI, qui font qu'ils veulent être au cœur de tous les facteurs de décision. Or, transformer digitalement, c'est d'abord déjà donner des relais de décision. Ça, c'est le premier frein. Le deuxième frein, je crois, c'est aussi que le numérique, on ne le conçoit que à travers les outils numériques. Mais on ne fait pas réellement, on ne voit pas exactement les usages qui en sont faits. On réfléchit en termes d'outils plutôt qu'en termes d'usage. La question que doit se poser un entrepreneur, c'est que peut m'apporter tel outil dans mon processus? Qu'est-ce que je peux faire de mieux si je prends l'outil? Non pas, je ne vais pas utiliser un traitement de texte pour le plaisir d'utiliser un traitement de texte. Je vais voir, est-ce qu'il n'est pas plus adapté pour moi d'utiliser un outil collaboratif de telle façon à que les personnes avec qui je partage le document soient à même de pouvoir interagir avec moi en direct sur le document sur lequel je suis en train de travailler. C'est-à-dire, l'usage est important. Qu'est-ce qu'on veut en faire et surtout la mesure de quelle est l'avancée que va donner à l'entreprise. Le troisième, c'est qu'on croit très souvent que ça nécessite des montants très importants. C'est-à-dire, c'est le coût. Les gens disent qu'à ce moment-là, je dois investir. Aujourd'hui, par contre, c'est vrai que ce paradigme est complètement mis à part, puisqu'aujourd'hui, on trouve tous ces outils dans un certain nombre d'offres qui sont de grandes plateformes, qui sont assez accessibles et qui permettent réellement de le faire. Donc, le paradigme aussi, et puis le dernier point peut-être sur lequel il faut quand même que l'on ait plus de visibilité, c'est quel est le degré de digitalisation des individus au sein de l'entreprise. Est-ce qu'ils sont à l'aise avec l'outil informatique? Est-ce qu'ils sont à l'aise avec le digital? Ça, c'est important parce qu'il faut qu'ils aient une culture numérique. Il faut qu'ils aient l'habitude d'utiliser ces outils. Parce que si on veut transformer une entreprise, il faut bien que tous les acteurs intègrent ça. Aujourd'hui, on sait que les plus grands freins, par exemple, bon, vous allez me dire que j'en veux peut-être à l'administration, mais que j'ai pu noter dans l'administration sénégalaise, c'est justement qu'il y a des gens qui sont depuis 20 ans dans un poste où ils travaillent de manière très bien et qui disent, mais ça ne m'apportera rien de plus, je le fais très bien maintenant comme ça, pourquoi vais-je le faire autrement? Oui, il y a le conflit générationnel. Voilà, le conflit générationnel ou le conflit simplement de quel est le gain? C'est-à-dire, il faut que l'on puisse comprendre quel est le gain et quel est l'apport bénéfique que ça va donner à l'acteur lui-même. En fait, si je comprends bien, vous avez parlé de freins humains au sein de l'entreprise. Quand les gens ne sont pas, je dirais, pris en compte dans le processus, il faut que tout le monde soit mis dans le processus avec un mindset, une culture d'entreprise qui pense digital, qui pense transformation, qui est, je dirais, accessible à tout le monde. Il y a aussi les coûts, très importants lors de la transformation. Donc, vous pensez que c'est ces freins-là qui empêchent les entreprises sénégalaises à se lancer dans ça? Peut-être, bon, ça c'est une vision un peu interne des entreprises, mais je crois que leur chaîne de valeur et leur modèle d'affaires
généralement est lié sur la particularité qu'on a au Sénégal, c'est sur le physique, l'échange physique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que ça change aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on s'aperçoit que les entreprises commencent à comprendre que le fait de pouvoir livrer les entreprises, d'être au plus proche du client, c'est de pouvoir aller apporter au client. Si le client ne vient pas à vous, allez au client. Cette démarche-là est généralement très peu perçue par nos entreprises. Généralement, un entrepreneur va ouvrir d'abord un magasin, va mettre des marchandises dedans et attendre la clientèle. Alors que dans le concept de transformation digitale ou bien dans les nouveaux concepts de mise en place des chaînes de valeur, on se dit non, le client, on va le chercher. Je pense qu'il y a aussi la nécessité de peut-être que les gens revoient leur modèle d'affaires, qu'ils revoient comment fonctionne la chaîne de valeur qu'ils sont en train de mettre. Parce que faire une entreprise, c'est quand même partir d'un produit et en faire une chaîne de valeur ajoutée. Donc, en quoi le digital va aider justement à améliorer cette chaîne de valeur ajoutée de telle façon à avoir un impact positif sur les résultats de l'entreprise, que ce soit en termes de productivité, quand on est dans une chaîne de fabrication, en termes de chiffre d'affaires, parce que c'est ça qu'il faut voir, quand est-ce que ça va apporter chiffre d'affaires, et puis surtout peut-être aussi en termes du moins de clientèle, c'est-à-dire d'embrasser beaucoup plus de clientèle. Il faut que les gens changent de paradigme et voient peut-être dans le marketing qu'ils font dans l'étude de marché, qu'ils aient d'autres paradigmes qui sont de dire on a des gens qui sont accessibles via d'autres canaux. Et peut-être que ça, c'est important qu'on puisse les retrouver. Mais pour une entreprise qui connaît, par exemple, déjà les bienfaits que peuvent lui apporter la transformation digitale, à savoir comme grâce à l'automatisation que les choses se passent plus vite, qu'il y ait une productivité plus efficace, avec la dématérialisation qui est comme par exemple pour les banques, que les files d'attente soient moins touffus, la réorganisation aussi, que les gens utilisent moins de personnes, que les gens puissent faire du télétravail comme en temps de Covid. Les entreprises maintenant commencent à savoir ce que vaut cette transformation digitale et savent aussi que c'est une nécessité, elles ne peuvent pas y échapper. Mais qu'est-ce qui les empêche en fait d'y entrer carrément, surtout nos entreprises africaines, sénégalaises? Vous savez que c'est un tsunami culturel, ça. Oui. C'est complètement de paradigme. C'est vraiment un tsunami culturel. Parce qu'aujourd'hui, les gens comprennent peut-être, mais comme je vous l'ai dit, moi, je pense que derrière, il y a réellement dans ce type de concept une réelle perte de pouvoir, une perte de valeur. En fait, on se dit, mais si je ne contrôle pas mes... Moi, je mets à la place d'un chef d'entreprise. Il va dire, OK, j'ai mes magasins, j'ai mes boutiques, etc. Comment je contrôle? Parce que j'avais pour habitude de voir que le personnel arrivait à telle heure, il travaille de telle heure à telle heure, donc physiquement, il justifie plus ou moins son salaire. Donc, il y a tout un changement de paradigme, de culture, de vision de l'entreprise qui est assez difficile à acquérir. Et je pense que c'est justement le passage de l'économie physique à l'économie digitale nécessite des transformations relativement fortes. Et ces transformations fortes font que justement, il faut y être préparé. Hein? Les nouveaux acteurs y arrivent très vite, mais les anciens acteurs ont des difficultés à s'adapter, justement, pour prendre en compte ces nouveaux concepts. Je pense que c'est plus un problème de culture qu'il faut, et je pense que c'est cette culture. Aujourd'hui, je prends un cas aujourd'hui, si vous regardez après, on s'est aperçu aujourd'hui avec le Covid quelque chose qui me paraît assez intéressant. Le concept des restaurants, en France, en Europe ou ailleurs, sont aperçus que les gens, en fait, il fallait que la présence physique est nécessaire pour aller au restaurant. Il faut aller se déplacer pour boire son plat. Que sont aperçus les restaurateurs avec cette crise, c'est qu'ils n'ont plus de clients, puisqu'ils sont fermés. Mais c'est là que justement, on voit comment les gens peuvent prendre en compte justement cette transformation digitale pour avoir une réponse appropriée. Bien sûr. Certains restaurants vont dire, mais très bien, mais moi, je vais faire mes plats. J'ai mes clientèles, puisque je connais mes clients, ceux qui venaient régulièrement manger chez moi et tout. Je vais leur préparer ça et leur proposer cette offre et leur dire, OK, vous n'avez plus à vous déplacer, je vais vous le livrer. Oui. Mais si on regarde aujourd'hui au Sénégal, combien de restaurateurs le font? Il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'ils ont une grande difficulté à intégrer cet aspect. Ils ont une grande... On a besoin de cette présence physique, on a une difficulté à intégrer cet aspect qui fait pourtant que la chaîne de valeur, elle existe encore. On peut toujours vendre un plat et avoir quelque chose qui nous est vendu et puis que le consommateur soit tout à fait satisfait de l'avoir.
je pense que c'est cet aspect-là qu'il faut que les gens comprennent et qu'aujourd'hui, je pense qu'on l'a compris d'une certaine manière et les gens vont comprendre qu'il faut mixer les deux. Je ne dis pas ne plus fermer, ne plus avoir de restaurant, non, parce que quand même être en phase, changer de cadre, c'est quelque chose que socialement dont on a besoin, mais il faut apporter une réponse aussi à ceux qui souhaiteraient aussi bénéficier d'autres services. D'accord. En fait, ça fait ressortir le fait que beaucoup d'entreprises vont peut-être disparaître s'ils ne se mettent pas à la page. Parce qu'en fait, cette transformation digitale, elle est inéluctable. Donc, il faut que tout le monde se mette à la page. Les entreprises étrangères sont déjà là. Il y a les Alibaba, les consorts. Donc, si ceux qui ont des boutiques pignon sur rue ne font pas de vente en ligne et autres, elles vont être détrônées par des entreprises étrangères qui vont venir vendre en ligne, livrer aux gens chez eux. Même les restaurants, l'exemple que vous avez donné, il y en a qui je dirais, qui commencent à le comprendre avec la vente de légumes en ligne, avec le e-commerce, ça marche beaucoup. Donc, ces freins-là, il faut qu'on essaie de les enlever pour pouvoir avancer. Parce qu'en fait, parmi ces freins, est-ce qu'aussi il n'y a pas nos infrastructures qui ne sont pas au top, surtout au niveau du domaine rural, dans les régions? Est-ce que ce n'est pas ça aussi? Ça aussi ne fait pas partie des freins aussi à cette transformation-là. Et aussi l'analphabétisme. L'analphabétisme, bon, aujourd'hui, il est prouvé que à peu près 80% des ménages disposent d'un terminal numérique. Donc, un téléphone. Pas seulement un téléphone, mais carrément. On sait qu'aujourd'hui, l'outil numérique est bien intégré dans beaucoup d'aspects. Je prends un exemple. Aujourd'hui, si vous regardez, tout le monde fait du transfert d'argent. Tout le monde fait du transfert d'argent. Ça veut dire que l'analphabétisme n'est pas un facteur. C'est-à-dire, en fait, le client, qu'est-ce qu'il a besoin? Qu'il s'aperçoive qu'il a une offre qui correspond à ses besoins. Donc, il doit être attentiste aux besoins. Il ne faut pas que ce soit un frein, je crois, le fait qu'on parle de monde rural. C'est vrai que 60% sont des mondes ruraux, mais en fait, on s'aperçoit que par capillarité aujourd'hui, même ce monde rural est réalisé et du moins est agrégé autour d'un centre urbain. Donc, on peut limiter en fait les effets. Et puis, généralement, ce n'est pas la clientèle que vise un entrepreneur. Un entrepreneur ne vise pas cette clientèle. Ça va être sa source de production. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est en train peut-être de dénaturer le fait que les illettrés sont... Non. Aujourd'hui, des tests avaient été faits sur la région de Mboro. C'était, par exemple, pour les producteurs d'oignons. Et avant, se faisaient saquer par les distributeurs et qui vendaient leurs oignons à vil prix ou bien avaient des oignons en termes de pertes qui pourrissaient sur place parce que tout simplement, la chaîne de commercialisation n'était pas numérique. Qu'est-ce qui s'est passé à un certain moment? Les gens ont mis en place des outils qui leur permettaient de dire, voilà, je dispose de tant de quantité et de pouvoir dire aux producteurs ou aux consommateurs, du moins aux vendeurs qui se trouvaient à Dakar, que voilà, je dispose de 2 tonnes d'oignons qui sont prêts à être commercialisés. Le fait de pouvoir interagir très rapidement fait que cette chaîne de distribution fonctionne mieux. C'est ce qui a expliqué un peu toute cette problématique de vente d'oignons, de tomates, etc. dans la zone du nord de la région. Ça veut dire que derrière, non, il faut raisonner en termes comment dire, d'acteurs. Chaque acteur doit être initié à la transformation digitale. Je pense que quel que soit son niveau d'alphabétisation, s'il a un intérêt réel à pouvoir rentrer dans cette chaîne, je ne vois pas, ça ne peut pas être un frein. Surtout qu'aujourd'hui, la couverture numérique du Sénégal est quand même relativement bonne. On a plus de 90% du territoire qui est couvert numériquement. Je pense, et ça, on peut s'en féliciter. En dehors des centres urbains, il y a quand même un très bon réseau qui est mis en place, que ce soit en 3G dans la majorité des cas ou en 4G dans pratiquement tous les chefs-lieux de région. Ça, je pense que ça aussi, c'est un facteur positif. Maintenant, mais simplement, il faut bien que l'on comprenne que la transformation digitale, c'est l'ensemble de la chaîne. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de l'entreprise en elle-même qui va se transformer en se digitalisant, en numérisant ses process, mais il doit transformer tout son modèle d'affaires de manière numérique, aussi bien de ses producteurs jusqu'à ses clients. Et donc, c'est à l'entreprise de prendre en charge cette transformation d'une certaine manière, c'est-à-dire de pouvoir cibler ces différents acteurs, leur apporter la valeur ajoutée
qui peut le rapporter à travers le digital, à travers le numérique, pour que ça puisse fonctionner. C'est sûr que derrière, aujourd'hui, comme vous dites là, je veux passer commande. Là, aujourd'hui, c'est plus une certaine classe qui le fait, mais on s'aperçoit de plus en plus, et on va y aller là, qu'aujourd'hui, on ne veut pas que les gens s'agglutinent dans les marchés. On est en train de fermer les marchés 2 jours, 3 jours par semaine, puisque je crois qu'ils vont être ouverts 3 jours simplement par semaine pour les produits alimentaires. Vous allez voir que très rapidement, va se développer pour les jours où sont fermées des chaînes alternatives de livraison de légumes frais ou de produits frais. Donc, ça veut dire que derrière, on a cette capacité, mais personne ne la met réellement en musique pour pouvoir, à mon sens, l'apporter. Et c'est là que les nouveaux entrepreneurs, les entrepreneurs du numérique, ont la chaîne. Parce que l'entrepreneur du numérique ne doit pas être seulement celui qui fait du commerce. Il doit être celui qui fait de l'intermédiation aussi. Oui. Je pense que certaines entreprises du numérique doivent dire à eux-mêmes, il y a des opportunités à favoriser la transformation digitale d'une chaîne de production et d'une chaîne de valeur pour pouvoir m'intégrer à l'intérieur. Et donc, aider certains entrepreneurs à effectuer ce saut de puce, ce saut de grenouille, le leapfrog, pour aller très rapidement de leur modèle économique actuel qui est de dire j'ai une boutique, j'ai des marchandises, les gens viennent le chercher, etc., à aller vers une boutique numérique, une boutique digitale, dans laquelle ils vont pouvoir justement bénéficier de tous ces nouveaux canaux de distribution, ces nouveaux canaux de communication qui existent, qui sont là, mais qu'il faut mettre en évidence. C'est vrai, il faut carrément du inbound marketing. Il ne faut pas attendre que le client vienne à nous, il faut l'attirer à nous. Voilà, on change complètement de paradigme quand on parle de transformation digitale. Dans une entreprise, c'est l'employé qui est au centre de la transformation digitale. Et dans une chaîne de valeur, c'est le client qui est au centre de la chaîne de transformation digitale. Et si on comprend que ces deux concepts-là sont vraiment, c'est ce qu'on doit avoir, c'est-à-dire l'entreprise doit comprendre que si elle veut se transformer, ce sont d'abord ses agents qui doivent transformer, parce que c'est eux qui vont porter l'entreprise et qui vont permettre que cette transformation d'être une réussite. Et de l'autre côté, si j'ai dans une chaîne de valeur, il faut que je sache que c'est celui qui paye qui est au centre. C'est lui que je vais essayer de satisfaire au maximum en regardant quels sont les effets qu'il attend justement de cette transformation digitale. Voilà. On a parlé des aspects techniques, économiques, humains. Je voudrais que vous reveniez un peu sur l'aspect responsabilité sociétale des entreprises par rapport à cette transformation digitale. Alors, la responsabilité sociétale, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est relativement important parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'avec le nouveau paradigme de crise qu'il y a, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, en fait, on a une responsabilité. Et la responsabilité, c'est de pouvoir garantir que les chaînes d'approvisionnement, aujourd'hui, c'est ce qu'on se passe, il faut que les chaînes d'approvisionnement soient maintenues, il faut que tous les aspects liés justement au fonctionnement d'une société normale soient maintenus, il faut que les banques soient maintenues, que les salaires soient versés, il faut que les gens puissent retirer leur argent, il faut qu'ils diminuent les files d'attente. Je prends le cas, le dernier exemple qu'on a vu devant les boulangeries. Il y a tout un ensemble d'aspects. La responsabilité sociétale, c'est justement de pouvoir être en phase avec l'environnement de notre société et apporter des réponses appropriées. Je pense que c'est ça la responsabilité sociétale que nous avons. Tout un chacun d'entre nous, ou bien tout acteur de l'entrepreneuriat numérique doit avoir en vision cet aspect-là. D'accord. Il y a M. Aboubakar Sadir Ndiaye, qui est un consultant en transformation digitale, qui nous dit que la transformation digitale n'est pas une fin, mais un processus durant lequel l'entreprise va avancer sur la digitalisation de sorte à tendre vers la station entreprise digitalement mature. Et là, il y a une question pour vous, M. Corentin. Est-ce que cet investissement appelé coût n'est-il pas simplement un centre de profit et non un simple centre de dépenses? Ben oui, c'est ce que je disais un peu en filigrane. Aujourd'hui, quand on parle de coût, la majorité des entreprises le voient comme un centre de dépenses plutôt que comme un centre de profit. Ça aussi, c'est un paradigme à changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je parlais de chaîne de valeur, il faut que l'intégration soit sur la chaîne de valeur. Qu'est-ce que ça rapporte? C'est là qu'on pourra parler de chaîne de profit. C'est vrai qu'aujourd'hui, effectivement, on sait que l'outil numérique
est indispensable et améliore la rentabilité ou la productivité de l'entreprise, donc automatiquement son profit. Puisque s'il améliore la productivité, il améliore nécessairement les profits. Donc, c'est bien des centres de profit, je suis d'accord avec lui. Ce n'est plus un centre de dépenses, dans le sens où nous, notre génération l'avait, parce qu'avant, quand les premiers aspects de numérisation ou d'informatisation des sociétés, effectivement, beaucoup d'entreprises avaient pris ça comme étant un effet coût, un facteur de coût, plutôt qu'un facteur de productivité. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'était sous la contrainte qu'ils étaient informatisés. Ils s'informatisaient non pas pour améliorer le processus, mais pour répondre à des exigences exogènes. Je prends le cas de ce qui s'est passé, par exemple, pour les banques. Les banques ont dû se numériser parce que la PCAO avait mis en place un certain nombre d'outils sur lesquels ils devraient obligatoirement se connecter. Donc, ils ont perçu au départ comme étant des centres de coûts. Et dans beaucoup de facteurs aujourd'hui, on aura la même chose. Si vous dites à des gens que, par exemple, pour dédouaner et se connecter à Gaïndé 2000, il faut nécessairement investir dans des trucs pour pouvoir faire une transaction douanière alors qu'ils avaient l'habitude d'aller dans un centre de transit pour pouvoir le faire, eux, ils perçoivent ça tout de suite comme un centre de coût. C'est pour ça qu'il est important qu'on change de paradigme, que l'on intègre ça comme étant justement un facteur valorisant plutôt qu'un facteur dévalorisant. Et je suis tout à fait d'accord avec ça à dire là-dedans, mais il faut aussi que l'on puisse rentrer ça dans l'ADN des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'ils puissent intégrer ça comme étant vraiment quelque chose qui doit être vu positivement. Comme vous disiez tout à l'heure, le mindset. Oui. J'ai dit, comme vous disiez tout à l'heure, le mindset, il le faut. Le mindset, il le faut. Il faut que les gens comprennent que... et c'est ça qui est assez paradoxal. C'est qu'aujourd'hui, les gens comprennent bien quel est l'intérêt de la transformation digitale. Je prends le cas d'une entreprise, prenons le cas Centrocité d'entreprise. Si vous prenez une entreprise et que laquelle elle ait la capacité de faire des outils de travail collaboratifs, c'est-à-dire qu'un document, un projet doit être mis en place et partager avec tous les acteurs de ce projet pour pouvoir enrichir ce projet aujourd'hui. Vous apercevez très rapidement qu'il y a des gens qui vont continuer à partager ce projet par mail, c'est-à-dire en one-to-one. Alors que, c'est-à-dire que derrière, il y a ce mindset. Moi, je le mets, l'information c'est le pouvoir. L'information, c'est la richesse. C'est ce que nous avons, nous, toujours appris. Et donc, les gens se disent, le fait que je détienne cette information est un facteur valorisant pour ma personne, puisque pour mon entreprise, et donc je n'ai pas à la partager avec d'autres personnes. Et ça, c'est important. Si vous analysez ça, vous apercevez très souvent que les gens ont peur de partager l'information. Et cette peur de partager l'information, c'est un frein, si vous voulez, à la transformation digitale. Parce que la transformation digitale nécessite que réellement, on va vers toute l'entreprise qui est mature. Comme le dit Sadir, l'entreprise doit être digitalement mature, ça veut dire que tous ces processus doivent être effectivement mis en avant de telle façon à accroître sa productivité. C'est que cette maturité digitale-là, beaucoup d'entreprises sénégalaises ne l'ont pas encore atteinte en fait. Et que le facteur humain est très important parce que certaines personnes pensent que le digital va leur prendre leur emploi. Là aussi, il y a un frein de ce côté. Donc, il y en a qui tirent vers l'avant et d'autres qui essaient de contrecarrer les efforts de l'entreprise. Donc, là aussi, c'est un problème. Vous savez, là, je vais réagir peut-être de manière un peu historique, donc faire part de mon expérience. Il y a 30 ans, quand on mettait en place le département informatique au niveau de l'université, effectivement, c'était ce facteur qui était encore mis devant nous. L'informatisation va faire perdre des emplois. Non, la transformation digitale, c'est la transformation des emplois dans des emplois utilisant le numérique. On ne peut pas changer, on ne crée pas, on ne détruit pas des emplois, on les transforme. C'est ça qui est important. Un comptable, on aura toujours besoin d'un comptable. C'est sa manière de travailler qui va être changée. La digitalisation ne va pas lui faire faire son emploi de comptable, mais la manière dont il va travailler va être tout à fait différenciée. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. Ça transforme les emplois, mais ça ne détruit pas d'emplois.
ne détruit pas d'emplois parce que de toute façon, une entreprise qui se développe aura besoin de créer des emplois supplémentaires pour pouvoir répondre aux exigences de ses clients ou de son environnement. Et c'est en fait une transformation radicale des emplois et des métiers que nous devons maintenant approcher. La transformation digitale, c'est de dire les métiers tels qu'ils existaient aujourd'hui vont radicalement changer. Et qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'ils doivent, en quoi justement ce changement doit être positivé par le détenteur de cet emploi, de telle façon à en faire une opportunité plutôt à en faire un frein. Parce que généralement dans les entreprises, ce sont ces gens-là qui deviennent des freins dans la création d'emplois, parce qu'ils considèrent, étant donné que c'est un risque pour eux, ben, il vaut mieux annihiler ce risque en refusant cet emploi, en refusant la transformation digitale, de telle façon qu'on est sûr de préserver notre emploi. Alors que, génériquement, c'est plutôt, moi, le contraire. C'est-à-dire, ça doit être vu comme une opportunité. En fait, on sait que la transformation digitale fait gagner du temps. Fait gagner en termes de réactivité, en termes de communication, etc. Et permettre réellement aux gens d'être beaucoup plus, de se concentrer beaucoup plus sur le fond de leur métier, pour être encore beaucoup plus novateur dans la manière dont tu parles. Pour répondre à la question de l'internaute concernant est-ce un centre de profit ou un centre de dépenses, là aussi, ça permet de générer des profits parce que ça permet d'annihiler certains coûts avec, comme par exemple l'utilisation de papier à n'en plus finir, ou bien le fait d'utiliser beaucoup d'employés pour un travail qu'une seule personne peut faire avec un ordinateur. Donc, ça peut aussi être un centre de profit, comme vous le disiez tout à l'heure. Il y a aussi un aspect que je voudrais qu'on développe un peu sur le côté humain. Là, on voit qu'en Europe, on parle de stress, de burn-out par rapport à la transformation digitale. Mais dans nos pays africains, est-ce qu'on peut parler de ça par rapport à notre culture et autres? Possible. Moi, je pense que derrière, faut dire qu'une fois qu'on est dans une entreprise transformée, c'est-à-dire qu'une entreprise qui joue, c'est sûr qu'on est face non plus à des évaluateurs qui sont humains, mais on est en face d'évaluateurs qui sont numériques. Aujourd'hui, certaines entreprises mesurent la productivité par le nombre de mails ou le nombre d'interactions que l'agent a avec le système. Ce qui peut être aussi très mal vécu. Aujourd'hui, moi, je sais qu'un certain nombre d'éléments, de facteurs sont des facteurs métriques. Il y a une certaine métrologie qui s'est introduite dans la capacité dans l'agent, et on considère que sa réactivité, c'est le fait qu'il aille dans des réunions qui sont préprogrammées. Il faut qu'il envoie des rapports et qu'il dépose, qu'il contribue. Quand on met un projet, il doit contribuer de manière numérique. Et ça, c'est visible aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, l'outil va dire exactement que M. X s'est connecté à telle heure, il a travaillé pendant 10 minutes sur le rapport, et voici les mots qu'il a changés. Donc, du coup, on a une évaluation qui est beaucoup plus fine, ce qui fait qu'on peut se cacher derrière son dos. Et c'est sûr que ça peut apporter un stress. Ça peut apporter un stress. Et je pense que la notion de burn-out, c'est peut-être de dire qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que justement ça ne soit pas devenu. Il faut que les gens comprennent que ce n'est pas un outil. Quand on met la transformation du numérique, ce n'est pas un outil pour fliquer. Ce n'est pas un outil, c'est un outil pour s'améliorer. C'est-à-dire qu'il faut, on voit un certain nombre d'indicateurs. Tiens, tu travailles mal. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ton travail? Et on va te transformer, te former pour que tu puisses de la manière la plus appropriée possible. Voilà. Il y a Mohamed Moustapha Sissé qui veut participer. Ouais. Monsieur Sissé, allez-y. Oui, salut, bonjour à tout le monde. Oui. Bon, en fait, moi, je voulais juste parler de nos États par rapport à la digitalisation. Parce que moi, je pense que nos États sont très en retard par rapport à la par rapport à la transformation digitale. Bon, pourquoi? Parce que actuellement, bon, comme nous les citoyens, par exemple, parce que l'État, tout le temps, bon, ils nous disent que l'informatisation pour faciliter aux citoyens l'accès de certains documents. Comme par exemple, tu vois, par exemple, un citoyen qui habite, par exemple, à Kolda. Et pour avoir un extrait,
il est obligé de faire le déplacement jusqu'à une telle raison pour se procurer de ce document-là. Et moi, je pense que si nos États, faisaient, par exemple, des améliorations sur ce point-là, ça aurait permis aux citoyens, là où ils sont, de se procurer de ces documents-là sans faire le déplacement. Parce que comme on y parle de digitalisation, de l'informatisation, je pense que nos États-là ne savent pas réellement l'intérêt de la digitalisation. C'est ça que je voulais partager avec vous. Si M. Alain a quelque chose à apporter, Merci, M. Cissé. Oui. Vous avez raison, parce que pour moi, en fait, la transformation digitale d'une société commence par l'État. L'État est le premier donneur d'ordre. C'est celui qui peut donner l'exemple. C'est-à-dire, si l'État utilise et met en place des processus qui sont bien faits, donc ils répondent aux exigences de la transformation digitale. Parce que ce que vous venez de dire, c'est le principe de la dématérialisation. Je vous ai dit que la transformation digitale, il y a 3 aspects qui sont fondamentaux. Le premier aspect, c'est l'automatisation. Donc ça, on sait que dans un certain cas, c'était par exemple l'automatisation de l'état civil est faite aujourd'hui. Puisque la majorité des bureaux d'état civil aujourd'hui disposent d'outils numériques. Et quand on va déclarer, on saisit votre déclaration et on vous votre imprimé. Donc, ça veut dire que ça, le premier aspect est fait. Le deuxième aspect, c'est la dématérialisation. La dématérialisation consiste à dire celui qui veut un papier doit trouver un canal de communication qui lui permette d'accéder à ce papier sans se déplacer physiquement. Là, effectivement, le bas blesse. Mais ça veut dire que la transformation digitale commence aussi par l'État. Aujourd'hui, si on faisait la transformation digitale, moi je dis toujours, c'est l'État qui est le donneur. Et l'État, c'est lui qui peut commander. Parce que s'il donne l'exemple, toutes les entreprises vont suivre. Et c'est ça, c'est important. Donc, c'est vrai que c'est un aspect important, mais c'est pour ça qu'on parle de e-citoyen, de tout l'aspect dans la SN 2025, il y a toute cette dématérialisation qui est discutée, qui est normalement déjà conceptualisée, mais il faut y arriver. Il faut qu'on puisse aller jusqu'au bout des choses. L'État va dire qu'il y a un problème principal, c'est la sécurité. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut garantir que la transactionnelle qui va être faite dans ce processus de dématérialisation est sûre de bout en bout? Cela aussi a un impact relativement important sur le niveau de transformation digitale, parce qu'il faut qu'on mette dans la chaîne de valeur une confiance. Et cette confiance s'acquiert par la sécurité. Il faut que je sois sûr que la personne avec qui je discute est bien celle qui prétend être. Et là aussi, on a un retard. Ça, il faut noter, on a un retard assez patent sur ces aspects, puisqu'on n'a pas encore vu réellement discuter de ces éléments de sécurité. Mais vous avez parfaitement raison, M. Cissé, c'est l'État qui doit être le premier facteur. Parce que s'il met en place, par exemple, on a aussi beaucoup discuté des e-paiements. Quand je vais acheter un produit, comment je paye? Si j'ai un outil digital, généralement, on va dire, le livreur va dire, OK, le client, il dit, je vais payer à la réception du produit. Mais en tout cas, j'ai déjà engagé un livreur, j'ai payé, j'ai stocké, j'ai emballé, et je vais là-bas et il me dit qu'il n'a pas l'argent. Comment je fais? Et donc, du coup, il faudrait, et là, on voit qu'aujourd'hui, de plus en plus, des intégrateurs, justement, de e-paiement existent de plus en plus, essaient de répondre à ces questions de telle façon à ce que cette chaîne de valeur. Mais moi, en tant que client, je dis, mais je ne vais pas payer un produit que je n'ai pas reçu. Donc, c'est vraiment, vous voyez un peu que c'est le chien qui se mord la queue. Par où faut-il commencer? Par où faut-il prendre? Je pense que c'est l'État, réellement, vous avez raison, qui doit prendre le leadership sur ces aspects. D'accord. Donc, OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, M. Cissé. Il y a M. Aboubakar Sadim Gaye qui nous dit encore que la transformation digitale, la transformation digitale ne commence pas par l'adaptation digitale. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qu'on entend par adaptation digitale? Je pense que Sadir connaît beaucoup mieux que moi ces concepts.
Moi, la transformation digitale, pour moi, c'est réellement c'est un ensemble de choses. Un ensemble de choses sur lesquelles on peut discuter. Et c'est vrai qu'il y a énormément de processus à mettre en place. Je vais juste peut-être prendre un exemple relativement simple en essayant de comprendre. Si je regarde bien, au niveau du procédé opérationnel, si l'on veut faire la transformation digitale, il faut déjà que l'on puisse définir c'est quoi les processus que l'on doit digitaliser. Donc, cela nécessite de faire une étude préalable, de bien comprendre quel est le processus d'opération d'une entreprise, de regarder quels sont les éléments favorisant les performances et, si nécessaire, quelles sont les fonctionnalités qu'on va ajouter. Ensuite, cela passe par une autre chose. Il faut que les collaborateurs ou les personnes de cette entreprise puissent comprendre qu'est-ce que ça va avoir comme impact. Il faut qu'ils puissent travailler n'importe où et n'importe quand. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ça met l'agent, il ne pourra pas dire je ne peux pas, parce que dès qu'il est connecté, ou qu'il est capable de se connecter, il est capable de travailler. Cela impose aussi à l'entreprise de prendre la communication, de dire que la communication doit être plus rapide, plus large. Et surtout, que tous les acteurs partagent les connaissances. Ça, c'est un autre aspect sur lequel il faut que les gens acceptent de faire du domaine du lest. Et puis le troisième, c'est la gestion des performances. La transformation digitale intègre la gestion des performances. Il faut que derrière, la transparence des opérations qui sont numérisées soit complète. Parce que ce que ça va avoir comme impact, c'est que la prise de décision dans une entreprise ou dans une société va être orientée par les résultats qui sont pris dans ces données. Donc, on aura des prises de décision qui sont orientées par les données factuelles qui sont dans le système d'information. Et on s'aperçoit que c'est extrêmement compliqué, tout ça, à mettre en œuvre et aussi à, si tu veux, à appréhender. Donc, c'est vrai, transformer, c'est vraiment des terminologies. Le but, simplement, c'est de dire qu'est-ce qu'on veut. Et je pense que la transformation numérique, ce n'est pas de dire que tout va être numérisé. Parce que moi, je ne pense pas, en plus, bien que je suis informaticien, je ne pense pas que le numérique est au début et à la fin de tout. Non. Parce que j'aurai toujours besoin de ma salade qui a été plantée par des agriculteurs, par des maraîchers, qui va être cueillie, nettoyée, mise emballée, etc. et me le livrer. C'est plutôt de dire en quoi, moi, mon numérique apporte une valeur plus à justement ce processus qui est tout simplement, je veux une salade ce soir et j'ai envie de manger une salade. D'accord. Donc, pour résumer, on peut dire que pour l'entreprise qui veut se digitaliser, d'abord, il faut qu'elle fasse son audit digital, voir quels sont les processus qu'elle veut digitaliser, mettre l'humain au centre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au centre du processus. C'est en fait l'employé qui doit être au centre. Ensuite, voir comment cette transformation digitale peut être un profit pour elle par rapport à sa chaîne de valeur. Et aussi voir comment cette transformation digitale-là peut être profitable à ses clients et à ses partenaires. Et aussi incorporer aussi tous ses partenaires dans ce processus-là, que ce soit les fournisseurs, les financiers, les clients, les investisseurs, tout le monde dedans, les parties prenantes en tant que telles. Donc, on peut dire que le challenge, c'est quoi pour nos entreprises? Le challenge, c'est de créer l'écosystème, un écosystème favorable. L'écosystème, donc, comme vous le dites, il est à la fois interne, il est à la fois il est exogène et il est exogène et il est interne. Exogène parce que de toute façon, quand je mets en place une PME, une PMI ou un entrepreneur, je travaille avec d'autres personnes, je travaille avec d'autres entités. Ces entités vont avoir un impact sur ma capacité à répondre ou bien à mettre en place mon business. Donc, j'ai un business model à mettre en place. Il faut que je discute aussi de quel est l'impact dans ce business model. Et c'est ça qui va être... C'est bon, je sais que tous les entrepreneurs vont dire c'est business driven. Je ne vais que là où je gagne. Si je ne gagne pas, je n'ai aucun intérêt à y aller. Donc, il faut bien que derrière ce business model, prenne en compte tout ça. Parce que dans le business model, vous allez avoir quels sont les produits et les services qui vont être mis en place, qui vont être pour bénéficier, hein, et définir beaucoup de choses. Et à partir de là,
ce business model doit être aussi impacté par la transformation digitale. Et ça, c'est inhérent à ce genre de logique. Hein? On raisonnait sur un business model qui était généralement pris sur des facteurs physiques. Il faut que maintenant, cette transformation digitale intègre le business model. Comme disait tout à l'heure Sadir, c'est pour ne pas que ce soit un centre de coûts, mais que ce soit un centre de profit. OK. Monsieur Alex, on avait prévu 30 minutes, on est à 50 minutes. Qu'est-ce que vous voulez dire en dernier pour conclure? Mais pour conclure, moi je dirais qu'il est important que réellement on se pense réellement sur cette transformation numérique, parce que je sais que beaucoup de pays, beaucoup de structures, d'entités, etc. ont amorcé cette réflexion. Il faudrait que derrière on ait plus d'acteurs, c'est-à-dire, je sais qu'ils travaillent beaucoup sur ces aspects et qui forment les gens justement au numérique, qui poussent les gens à mieux appréhender en quoi justement cette transformation numérique va impacter leur business ou leur vie, parce qu'il faut, c'est tous les jours, de telle façon à ce qu'on puisse changer un peu cette mentalité. Aujourd'hui, on est sûr que c'est une opportunité plus qu'un frein. Il faut que réellement on considère tous ces facteurs dont j'ai parlé comme étant des opportunités et non pas des problématiques, que l'on puisse vérifier vraiment si ces opportunités sont présentes dans notre écosystème et à ce moment-là, les mettre en œuvre pour justement bénéficier de tout ce que ça peut apporter. Au-delà de ça, il ne faut pas aussi qu'on reste le nez dans le guidon et qu'on parle du Sénégal stricto sensu. Il faut qu'on regarde comment on va interagir avec les autres écosystèmes. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, le premier marché du monde, c'est la Chine. Elle intègre peut-être un certain nombre de transformations digitales dans son économie. Et il faut qu'on intègre dans l'impact qu'elle va avoir dans l'économie. Dans cette transformation digitale-là, la Chine. Elle est très avancée. En fait, toutes les autres entités avec lesquelles on commerce aujourd'hui vont nécessairement adapter des propres systèmes. Il faut que nous, on puisse comprendre comment ils fonctionnent dans leur transformation. Parce qu'en fait, je pense que chacun aura quand même son identité. La transformation digitale dans les sociétés dépend aussi du mode de fonctionnement d'une société. Pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est standard et que tout le monde doit faire. Ce n'est pas possible. Pour moi, c'est culturel. Transformer une économie, c'est culturel. Il faut qu'on aura une économie sénégalaise avec ses spécificités et ses éléments. Mais par contre, les spécificités ne doivent pas empêcher qu'elles correspondent aux exigences extérieures. C'est ce que j'appelle un peu les influences exogènes. Donc, mais il faut savoir quand même que notre transformation sera spécifique parce qu'elle dépend de notre culture, elle dépend de notre société et de nos modes de fonctionnement. Et donc, je pense qu'à mon avis, on doit se réinventer pour prendre en compte ces nouveaux paradigmes et pouvoir vraiment les mettre en œuvre ici. Mais il y a des opportunités aujourd'hui. Le Covid nous apprend au moins ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a de réelles opportunités dans le numérique. Il y a de réelles opportunités aujourd'hui qui sont présentes devant nous. Mais pour en bénéficier, il faut bien qu'on se remette en cause. Et ça, c'est ce que j'appelle la transformation digitale. Et ceux qui pensaient qu'ils ne pouvaient pas le faire ont été obligés de le faire. Donc, ils peuvent. Il faut s'engager. Ils pouvaient le faire, mais ils ne voyaient pas la nécessité. Mais aujourd'hui, il faut qu'ils soient visionnaires et qu'ils se disent, même après le Covid, qu'est-ce que je vais faire encore pour m'améliorer? Oui. Il ne faut pas répondre aux termes factuels. Il faut aujourd'hui que les entreprises se projettent en se disant, ben, OK, le Covid va passer, mais après, je fais quoi? Hein? Quels sont les nouveaux besoins? Il faut qu'on aille écouter les consommateurs. Il faut qu'on aille écouter les clients. Il faut qu'on comprenne ce qu'ils vont vouloir demain, après-demain, dans 10 ans. Parce que c'est ça qui fera aujourd'hui qu'on pourra se transformer de manière durable. Parce que sinon, c'est des transformations qui sont factuelles et qui vont disparaître. Vous verrez autant de sites Covid qu'il y en a eu et qui s'appellent Covid quelque chose aujourd'hui, mais dans 1 an, quand le Covid va disparaître, ça va disparaître. Et qui vont disparaître. D'accord. Donc, merci, M. Corentin, disponibilité et votre expertise. Là, nous donnons rendez-vous aux internautes le 14 pour un autre webinaire sur le management des entreprises en temps de Covid avec Aminata Diagne de Minapro. Merci à tous. C'était un plaisir pour moi. Merci de me donner cette opportunité.
Bonne soirée à vous. Merci. Et surtout, restez bien chez vous et prenez soin de vous. Oui, respectons les gestes barrières. Ouais, surtout pour les vieux comme nous, on est personne à risque. On reste bien chez nous. OK. Merci. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.